Merci de rester avec nous. Bonsoir si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de soirée consacrée au municipal 2014 dans le Nord-Pas-de-Calais. De nouvelles images des temps forts de cette soirée qui arrivent, des invités également qui vont nous rejoindre pour 45 minutes d'émission spéciale, un maximum de résultats que nous vous rappellerons, des débats, une centaine de personnes mobilisées ce soir pour vous faire vivre cette soirée en direct. Alors soyez les bienvenus sur ce plateau exceptionnel et peut-être avez-vous manqué le début de cette spéciale municipale dans la région. Alors pour vous, on revient ensemble sur les temps forts de cette soirée, morceau choisi par Christelle Massin. Je serai le maire de tous les Roubaisiens. Je sais que la victoire est étroite, mais elle est belle parce qu'elle est surprenante. Et parce que aussi j'ai fait une équipe pour rassembler Roubaix. Une surprise, on commence par Fourmies dans le Nord, où là c'est Fourmies, la communiste historique, qui est ravie par l'UMP, Michael Hiro, qui est élu ce soir. On a fait confiance à la population, on n'a pas fait des mathématiques. On a vraiment fait un programme pour la population et on voit qu'elle s'y est reconnue. Donc notre union à gauche a vaincu l'union à droite. C'est rare un second tour aussi partagé à Lens. Ah, c'est la première fois, je pense, ouais. Donc, faut un début à tout. J'ai été réélu à 52 contre 48 à mon ancien premier adjoint. Calais reste à droite avec Natacha Bouchard. Là où le Parti socialiste résiste, c'est à Lille avec Martine Aubry, à Lens avec Sylvain Robert, à Boulogne-sur-Mer avec Frédéric Cuvillier, à Villeneuve-d'Ascq, on l'a dit il y a quelques instants, avec Gérard Caudron. Et évidemment très heureux. Vous savez, il y a 2 ans, on ne croyait pas en nous, d'accord ? On a fait un super travail avec une superbe équipe. On a rassemblé, on a fait 4 mois pour faire un projet. On a fait du porte-à-porte pendant 1 an et demi. Et on voit que ça a payé, notre projet est enfin passé. Voilà, et pour compléter ce zapping, ça s'annonçait bouillant dans certaines villes de la région ce soir et des surprises, il y en a eu. Vincent, vous nous rappelez les principaux résultats à retenir. Et on commence avec cette surprise à Dunkerque qui est perdue par Michel Delbar au profit de Patrice Vergrit. Au niveau des bascules à droite, Fourmies, la communiste historique, vous l'avez entendu dans ce petit résumé, je vous le rappelle, c'est Michael Hiro qui est élu pour la droite. À Tourcoing, Gérald Darmanin, bascule gauche-droite. À Roubaix, Guillaume Delbar. Et Arnaud Decany à Maubeuge, nous venons de le voir également. Parmi les villes qui restent à droite, Calais avec Natacha Bouchard, Lambersart avec Marc-Philippe Daubresse. Là où le Parti socialiste résiste, c'est à Lille avec Martine Aubry, à Lens avec Sylvain Robert, à Boulogne-sur-Mer avec Frédéric Cuvillier, à Villeneuve-d'Ascq avec Gérard Caudron qui est sur notre plateau ce soir. Wascal reste au centre avec Stéphanie Ducré, mais Gérard Vignoble n'est plus maire de Wascal ce soir. Parmi les bascules à gauche, une autre surprise, Douai avec l'élection de Frédéric Chéreau. Et puis Valenciennes qui reste au centre avec Laurent Degadet. Merci Vincent, et c'est l'une des surprises de cette soirée. Olivier Gacquer élu à Béthune. Voyez ce mini-portrait avec ce nouveau maire. Olivier Gacquer, 38 ans, marié, 2 enfants, banquier. C'est auprès de sa grand-mère adjointe dans un petit village qu'il prend goût à la politique. Après un bref passage dans les assurances, il dirige aujourd'hui une quinzaine d'agences bancaires. Premier adjoint du maire socialiste sortant, Stéphane Saint-André, leur union n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Voilà, et Vincent, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les scores à Béthune ce soir? Oui, Béthune qui est une bascule gauche-droite puisque, on vient de le voir, Olivier Gacquer est élu avec 33,6% des voix, confortablement devant le maire sortant Stéphane Saint-André pour le Parti socialiste. Merci Vincent. Direction notre web rédaction également mobilisée ce soir avec Thomas Milot et beaucoup de réactions, Thomas, en ce moment, notamment sur Béthune, justement. Oui, quelques-unes sur Béthune, avec Dorothée tout d'abord, qui dit Béthune à droite, merci la gauche. Roy Miller, la droite à Béthune, on verra bien les changements. On a Pierre qui nous dit défaite historique de la gauche à Béthune, qui passe à droite. Le retour de Mélic a fait perdre la gauche. Enfin, Anthony rappelle Béthune, Saint-Omer, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, Bailleul, Calais, Wascal, Valenciennes, à tribord pour la région Nord-Pas-de-Calais, même si, comme vous l'avez déjà dit, certaines de ces villes étaient déjà à droite avant le scrutin de ce soir. Merci Thomas. Alors avec nous sur ce plateau, Gérard Caudron, maire sortant d'Hiver Gauche de Villeneuve-d'Ascq et réélu ce soir, nous a rejoint. Ce second tour a été un petit peu plus difficile, monsieur Caudron. Difficile, non, pas en termes de débat. Difficile en termes, je dirais, de crispation, d'usage de certaines expressions, de mise en cause personnelle. C'est vrai qu'il était temps que ça se termine et que les Villeneuvois tranchent, ce qu'ils ont fait quand même très largement
en m'accordant une large majorité. En matière de crispation, vous n'avez pas été en reste, hein, M. Caudron. Vous avez été rude avec la candidate Europe Écologie Les Verts. Non, pas du tout. Vous avez dit elle s'est ramassée à Valenciennes, elle vient se ramasser à Villeneuve-d'Ascq. Vous n'avez pas été tendre. C'est pas moi qui ai tiré le premier. Madame Rousseau a souhaité mener une liste. Elle l'a menée. Elle aurait pu passer les 10% et se maintenir. Et j'ai dit moi-même que je regrettais que la loi soit aussi dure à son égard, après avoir fait campagne contre moi, et parfois de manière très virulente. Elle m'a mis le couteau sous la gorge pour que je lui laisse des places sur ma liste pour le deuxième tour. Vous n'êtes pas du genre à avoir un couteau sous la gorge. Ouh, et je ne suis pas du genre, mais elle est peut-être du genre. Et donc, je vous invite à relire les termes de sa conférence de presse et la manière dont elle m'a qualifié, et vous verrez que ma réponse est plutôt gentille par rapport à mon tempérament habituel. Merci Gérard Caudron, on vous retrouve dans un instant et tout de suite on file à Roubaix puisque l'une des surprises de la soirée c'est la ville de Roubaix qui bascule. Guillaume Delbarre élu ce soir. On regarde tout de suite ce reportage signé Hélène Tonneillet et Dominique Dumont. Au fur et à mesure que tombent les résultats dans son QG, les partisans de Guillaume Delbarre se réjouissent, mais lui n'ose y croire, jusqu'à l'annonce des résultats en mairie. Guillaume Delbarre, un avenir pour Roubaix, 6949 voix, 34,85. Le candidat de droite laisse alors éclater sa joie. Beaucoup de fierté. Et comme je l'ai dit depuis des semaines, je serai le maire de tous les Roubaisiens. Je sais que la victoire est étroite, mais elle est belle parce qu'elle est surprenante. Et parce que aussi j'ai fait une équipe pour rassembler Roubaix. Je sais que l'ampleur du travail est grande, mais notre courage et notre envie de bien faire est grande. Et je crois en cette ville. Le maire socialiste, Pierre Dubois, lui, accuse le coup. J'en prends acte avec mes colistiers. Regrettons que la division ait permis ce résultat. L'élu n'a pas réussi à rassembler la gauche et au second tour, un de ses anciens conseillers municipaux, André Renard, s'est maintenu. On peut évidemment, un certain nombre, en avoir des regrets. Nous avons contacté, on a eu beaucoup de discussions dans l'entre-deux tours. Monsieur Dubois, Monsieur Thire nous ont fermé la porte. Dans ces conditions-là, ça n'est pas nous les diviseurs. Si à Roubaix, la gauche fait plus en cumulant les scores, la quadrangulaire avec le FN a bénéficié à la droite qui, ce soir, fête sa victoire. Voilà pour Roubaix. Bernard Dolé, je me retourne vers vous, car votre projection des forces politiques en présence droite-gauche dans les grandes villes de la région évolue de minute en minute. Oui, mais à la marge. On disait tout à l'heure, avant la fin de la deuxième tranche, que gauche et droite étaient à l'équilibre. 39, ce sera peut-être à l'arrivée, très probablement d'ailleurs, 40 pour la gauche, 38 pour la droite. Une pour le Front National, donc la gauche qui passerait de 54 donc à 40 moins 14, la droite qui passerait elle de 25 à 38 plus 13. Il y a des raisons à ça, deux raisons. Évidemment, la logique du premier tour, les rapports de force du premier tour qui s'étaient déjà traduits par ce vote sanction. Et puis on parlait tout à l'heure d'amplification. Quand on regarde les évolutions d'un tour à l'autre, la gauche par rapport à son potentiel du premier tour recule de 3 points. Dans ces 80 villes de plus de 10 000 habitants, la droite, elle, progresse de 6 points d'un tour à l'autre. Alors, comment ce tour de passe-passe, entre guillemets, est-il possible? Par un surcroît de mobilisation qui profite, même si les choses changent d'une ville à l'autre, qui profite, disons, globalement à la droite, et puis par un léger recul du Front National qu'on peut lire de deux façons. On peut dire d'abord que le Front National consolide en quelque sorte son implantation dans la région parce qu'il faisait 18,5 au premier tour, là où il était présent. Il en fait encore 17. Deuxième lecture, il n'en fait plus que 17 et il perd un point ou deux qui très souvent donc favorise la victoire de la droite dans la région. Mais la grande leçon de ce soir à retenir, c'est cette quasi-parité entre gauche et droite pour administrer les 80 villes de la région Nord-Pas-de-Calais de plus de 10 000 habitants. C'est une première historique et on peut se poser la question ce soir, la région est-elle encore une région de gauche ? Merci Bernard. À quelques mètres d'ici, direction l'Atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais avec Virginie Demange. Et dans l'Atrium, toujours beaucoup de monde, des politiques, mais pas seulement. Je suis avec une journaliste, bonjour.
Bonsoir. Donc vous faites un reportage pour Les Échos, vous êtes avec votre vidéo aussi. Comment vous vivez cette soirée de l'intérieur ? Alors c'est intense, c'est vraiment intense et je suis assez impressionnée par le dispositif. Oui. Et les résultats, vous avez suivi ? Les résultats sont surprenants. Enfin, j'ai d'ailleurs écrit un article dans ce sens, c'est coup de tonnerre sur l'île Métropole. Et les gens réagissent ici à l'intérieur de l'Atrium ? Alors tout le monde a l'air un peu sonné. Sans doute aussi d'autres sont satisfaits, mais c'est quand même... C'est tellement différent de 2008 que je crois que pour l'instant, les personnes digèrent un peu les effets des résultats. Merci. Un coup de tonnerre donc sur la métropole lilloise. Valérie Létard est avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération UDI du Nord. Alors, tout d'abord, cette vague bleue dans la région, selon vous, c'est effectivement la gauche qui est sanctionnée ou alors est-ce que c'est la droite qui a du mérite ? Mais je crois que c'est un double effet. Tout d'abord, effectivement, je crois que la réalité, le contexte actuel a impacté forcément quand même le scrutin, même si on dit toujours qu'un scrutin municipal s'adresse d'abord à l'homme et à une liste. Mais là, on voit forcément, quand on voit l'ampleur effectivement du phénomène, qu'il y a aussi un impact national qui joue. Et puis ensuite, je crois que si nous avons fait carton plein du côté droite, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus d'échecs, je crois que ça tient aussi à la capacité que nous avons eue de renouer avec quelque chose qui se pratiquait avant et que nous ne savions plus faire, c'était discuter et négocier et avoir un travail entre la droite, entre l'UMP et l'UDI sur une préparation des élections, trouver les meilleurs candidats de rassemblement entre la droite et le centre, entre l'UMP et l'UDI. C'est comme ça que nous avons, au travers de nos commissions d'investiture, choisi à chaque fois le meilleur d'entre nos deux sensibilités. Parfois même les deux et nous meilleurs. avons gagné. Parfois même les deux meilleurs, parce qu'à Ouascal, vous avez deux têtes de liste UDI, c'est très fort. Là, c'était, je pense, l'exception peut-être qui confirme la règle. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux. Et deux qui ont posé difficulté, puisque c'était Ouascal et Douai. On va en parler tout de suite. À chaque fois qu'on a respecté cette règle, et ça a été le cas partout ailleurs, je pense à Maubeuge, je pense à Condé-sur-Escaut, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le jeune Grégory Lelon avait fort à faire, car là aussi, il n'a pas été aidé dans ce second tour, et il a montré, là aussi, qu'on a eu raison de choisir le meilleur. On revient sur Ouascal, c'est effectivement l'une des villes à suspense de cette soirée où Gérard Vignoble a payé ses ennuis judiciaires. On voit ça avec Didier Piton et Bruno Espalieu. L'une des autres grandes surprises de cette soirée, c'est sans aucun doute la défaite du maire centriste de Ouascal. Après 37 ans de règne sans partage et une fin de carrière marquée par la maladie et les affaires judiciaires, Gérard Vignoble sort de la vie politique locale par la petite porte. Je ne quitte pas la politique, c'est le monde qui change. Je tiens à féliciter Madame Ducret qui est maintenant maire de Ouascal. Et j'espère qu'elle fera au moins une chose, respecter profondément les Ouascaliens comme j'ai pu les respecter. La grande gagnante de cette quadrangulaire, c'est elle. Stéphanie Ducret l'emporte ce soir avec plus de 42% des suffrages exprimés, loin devant les autres candidats. Une victoire qu'elle attribue au besoin de changement, un argument plébiscité, paraît-il, par les électeurs. Je suis très heureux. Très heureux qu'on change de maire et je pense que l'équipe va se mettre au travail et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à relever et beaucoup d'économies à faire. Ça fait trop longtemps que Gérard Vignoble était au pouvoir et on avait envie de renouveau pour cette ville. Voilà, et d'une gestion différente. Ce qui compte aujourd'hui, c'est surtout de rassembler tous les Ouascaliens derrière un projet qui va correspondre à leurs attentes pour leur ville. Et ça, c'est important. Un changement, le premier depuis 1987 et l'élection d'un certain Gérard Vignoble. Il était alors élu au Parti socialiste. Ce qui est intéressant à Ouascal, c'est qu'il y avait aussi une fusion de deux listes de droite et de gauche qui, sur le papier, pesaient lourd et même plus lourd que Mme Ducret. Et finalement, les électeurs, ils ont douté de cette alliance un peu contre nature et ils ont choisi Mme Ducret. Voilà, ça bouge dans la métropole lilloise et ça aura des conséquences, Véronique, sur la métropole. Vous aviez une question à poser à Valérie Létard à ce sujet. Pas sur la métropole lilloise, sur la métropole valenciennoise, puisque votre actualité, Valérie Létard, à très court terme, c'est à nouveau la présidence de l'agglomération de Valenciennes ? Tout à fait. Donc vous êtes candidate et il y a
Je serai candidate comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai rappelé encore très récemment à mes collègues élus. Ma volonté, c'est de me présenter à la candidature si nous continuons à travailler dans le même état d'esprit. Une majorité de projets, une gouvernance partagée, certes qui sera plus à droite qu'à gauche parce qu'elle représentera les évolutions politiques de notre territoire, mais une majorité de projets. Et est-ce que les résultats vous incitent à commencer à réfléchir au régional de l'année prochaine? Puisque, chers citoyens, chers électeurs, vous allez tous retourner aux urnes l'année prochaine, au moins pour les régionales, en principe aussi pour les cantonales, ça c'est pas encore à 100% sûr. Valérie Létard, la région, ça vous réintéresse, en rappelant que vous êtes aussi sénatrice. Je suis tout à fait sénatrice, donc j'aurai quand même déjà d'autres sujets à traiter. Très clairement, aujourd'hui, mon sujet, c'est de continuer le travail qu'on a entamé. On a un très, très bon bilan communautaire sur ces 6 dernières années. On a un très bon bilan municipal. Il faut transformer l'essai. Le Valenciennois est loin d'être sorti d'affaires. Il se transforme à grande vitesse. La priorité, pour l'instant, c'est le Valenciennois. Merci. On revient à présent sur l'île et Martine Aubry réélue ce soir face à Jean-René Lecerf. Avant de retrouver Jean-René Lecerf sur ce plateau, on écoute Martine Aubry. Elle nous a accordé une interview exclusive. C'était au micro de Florence Mabille et Sébastien Gurac. Martine Aubry, on se souvient de vous en juin dernier, très ému, dire Pierre, on continue. Eh bien, ça y est, on y est, vous continuez? Ben oui, c'est pour ça que j'ai voulu lui dédier cette troisième victoire, si je peux m'exprimer ainsi, dans un climat très difficile au niveau national. Je l'ai dit devant lui, devant son cercueil. Il faut continuer quand les choses vont mal et surtout quand la crise est là. Dans le climat actuel, 54% sur l'île, je pense que c'est un beau résultat. Ça prouve que les Lillois nous font confiance. Roubaix, Tourcoing, Halluin ont basculé à droite. Le troisième tour va commencer maintenant à la communauté urbaine de Lille. Absolument. Je voudrais d'abord dire un mot pour ses amis, sachant que d'autres, à Villeneuve-d'Ascq, à Mons, à Hasbrook, ailleurs, ont gagné leur ville. Dire combien je suis triste, notamment pour Michel-François Delannoy à Tourcoing. Son adversaire a tenu des propos qui expliquent pourquoi le Front National a voté pour lui dans ce deuxième tour. Il a distribué des tracts, il a réalisé des calomnies, et ça, je crois que c'est pas la République. Je présenterai mon projet pour la communauté urbaine le 7 avril et ce sera sur un projet que nous nous déciderons et pas sur des combinaisons, comme je l'ai dit. D'un mot, votre état d'esprit ce soir? Triste, parce que notre pays va mal. Il va mal quand il y a autant d'abstention et autant d'électeurs qui vont vers le Front National. Triste quand je vois que la droite n'a pas hésité à tenir des propos plus proches de la droite extrême que d'une droite républicaine. Triste aussi parce que je crois qu'il doit être entendu au niveau national le message qu'ont envoyé les Français. Voilà, c'était donc Martine Aubry. Pendant ce temps, Jean-René Lecerf, son challenger pour l'UMP, nous a rejoint sur ce plateau. Alors Martine Aubry, elle n'est pas tendre avec vous, hein, Jean-René Lecerf. Martine Aubry est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'est responsable de rien. Hier, elle disait, si le Front National monte sur l'île, c'est la faute de Jean-René Lecerf. Aujourd'hui, je l'ai entendu dire, si les résultats sont catastrophiques au niveau de la France, c'est la faute de François Hollande. Il faudrait quand même un jour ou l'autre qu'elle regarde les responsabilités qui sont les siennes, et sur la ville de Lille, et sur l'île métropole communauté urbaine. Elle sera très surprise de trouver qu'elle a une part de responsabilité qui est colossale. Monsieur Lecerf, alors je ne voudrais pas faire une fixation, mais on a entendu Monsieur Darmanin parler de la libération de Tourcoing. C'était quand même un petit peu fort. Ça alimente quand même un petit peu son moulin. Vous avez effectivement employé parfois, et notamment à Tourcoing, des mots un petit peu virulents. Écoutez, est-ce que Tourcoing avait besoin d'être libéré? En tout cas, il y a eu un débat, par exemple, à Tourcoing, entre M. Darmanin et M. Delannoy. Moi, je connais une candidate dans une grande ville qui a refusé les débats du début à la fin, qui s'est considérée comme une mère de droit divin, qui n'a pas voulu effectivement discuter avec une opposition comme moi. Vraiment, on ne peut pas trouver mieux comme opposition républicaine, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, son attitude est une attitude qui explique très largement la montée des extrêmes, et son attitude est une attitude qui s'explique également très largement par l'ignorance des réalités, l'ignorance de la réalité du chômage, notamment sur la ville de Lille. Si le Front
national est aussi haut sur la ville de Lille, c'est parce que le taux de chômage à Lille, il n'est pas de 10% comme elle l'a rêvé, mais il est de 20% avec des secteurs où il est de 50 et des îlots où il est à 70. Et il y a une désespérance des quartiers. Tout cela, il faut le comprendre. Et je pense que je serai, moi, un chef de l'opposition loyal, fidèle, mais qui viendra dire à Madame Aubry, ça, c'est pas possible, Madame Aubry. Et puis le débat qu'on n'a pas eu avant, on l'aura après. Et je pense qu'avoir une vraie opposition dans une démocratie, c'est fondamental. Et c'est extrêmement important, même et peut-être surtout pour la majorité. Jean-René Le Serre, on vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup. On rejoint tout de suite Bruno Cousin, qui a été très patient dans nos locaux de Boulogne-sur-Mer. Bruno Cousin, donc réélu ce soir avec l'étiquette UMP, élu ce soir à Berck-sur-Mer. Une réaction, Bruno Cousin, vous êtes un homme heureux ce soir. Oui, bien entendu, puisque vous savez que le score est quand même très significatif avec plus de 57% des voix. Donc je crois que c'était véritablement une attente des Berquois et ce soir, nous nous réjouissons bien entendu. Comment ça s'est passé à Berck? Là aussi, il y avait une division très très importante. Ça partait un peu dans tous les sens. On avait un peu de mal à s'y retrouver. Oui, c'était très compliqué puisque la majorité sortante était éclatée en fait sur les 3 autres listes concurrentes. Nous sommes repartis sur une quadrangulière pour le 2e tour et nous avons, grâce au soutien des Berquois, augmenté notre score encore de 10 points à l'occasion de ce 2e tour. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable attente de la population berquoise, une véritable envie de tourner la page et de passer à autre chose. La difficulté, effectivement, c'est d'avoir un résultat très morcelé. Ça vous aurait rendu la tâche difficile finalement pour gérer cette ville et là vous en sortez plutôt bien. Je crois, oui, je crois que la confiance que nous témoignent aujourd'hui les Berquois nous donne l'énergie nécessaire pour la tâche qui nous attend, qui est une tâche que l'on connaît et qui est très importante. En matière de notoriété, vous aviez un adversaire connu, ancien président de la Fédération française de football, M. Duchossois. Est-ce qu'il n'a pas trop misé sur sa notoriété ? Oui, je pense qu'il a misé sur une notoriété effectivement dans le milieu du football, mais qui n'est pas suffisante au niveau du quotidien des Berquois, ou sur Berck même, M. Duchossois n'avait jamais rien prouvé, n'avait jamais rien fait. Donc je pense que c'est une erreur stratégique aussi de penser que l'on peut gagner des élections simplement sur une notoriété extérieure. Merci Bruno Cousin. À présent, un reportage sur une ville qui a basculé ce soir, Douai, où c'est donc Frédéric Chéreau qui va succéder à Jacques Vernier. On regarde ce reportage fabriqué par Jean-Marc Devraine et François Desraux. L'ancien maire Jacques Vernier qui conduit son successeur Frédéric Chéreau à l'hôtel de ville, c'est l'image du journée historique. Douai vient de basculer à gauche après un très long raid de la droite. La liste conduite par Frédéric Chéreau obtient près de 46% des voix, une victoire à l'ampleur inattendue. On a travaillé à fond, on était sur le terrain tous les jours parce qu'on voulait que cette victoire, si elle était possible, soit la plus claire possible. Aujourd'hui, manifestement, elle est là et c'est vraiment la victoire de toute une équipe. La participation était un peu plus forte au 2e tour avec 52% de suffrages exprimés, mais les nombreux Douaisiens réunis dans la salle des fêtes ont suivi un peu incrédules l'évolution des scores entre les 3 candidats. Frédéric Chéreau a été constamment en tête. La liste de droite conduite par Françoise Provost ne récolte que 35% des voix et précède le frontiste Guy Cady qui obtient 18% des voix. La victoire du PS est nette et sans bavure. La démocratie a parlé. Clairement, les électeurs de Douai ont choisi Frédéric Chéreau. Je lui souhaite beaucoup de courage. Dans une ville où il est clair que la population connaît un certain désarroi, une inquiétude face à l'avenir. La passation de pouvoir s'est faite juste après la publication des résultats. Jacques Vernier, qui quitte la mairie après 31 ans de mandat, a intronisé son successeur, le socialiste Frédéric Chéreau. Une succession qui s'est faite dans la plus grande courtoisie après une campagne âpre. À Douai, une page s'est tournée ce 30 mars. Voilà, et pour être plus complet encore, on en apprend encore un peu plus sur ce nouveau maire de Douai, Frédéric Chéreau, avec cette fiche d'identité. Frédéric Chéreau, 39 ans, marié, 2 enfants, chef de projet site web. Conseiller municipal depuis 2008 et conseiller régional depuis 2011, Frédéric Chéreau est aussi en charge du projet véhicule électrique régional. Licencié en histoire, il a été journaliste d'entreprise avant de coordonner plusieurs sites web de services publics. Voilà, et alors on revient sur ce cas de Douai avec une triple exception, Véronique. Oui, je trouve, moi, parce que premièrement, Douai, à titre exceptionnel dans la région, est la ville qui bascule de droite à gauche.
Deuxième exception, vous avez entendu Françoise Prouvost. Eh bien, moi, je la trouve classe parce qu'elle est la première qui, sans aller jusqu'à rendre hommage à celui qui l'a battu, ne le voue pas aux gémonies. Et c'est pas ce qu'on a entendu depuis le début de la soirée électorale. Donc, ça dénote peut-être d'un esprit à Douai qui est peut-être un peu plus ouvert. D'ailleurs, il me semble que Jacques Vernier, lors de son dernier conseil municipal en aparté, disait aux uns aux autres que ça ne serait pas la catastrophe planétaire si Frédéric Chéreau gagnait la ville. Enfin, troisième exception, Douai désormais a son député et son maire de gauche. Exception régionale, Douai. Il fallait peut-être le souligner. Et Douai qui fait réagir sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite avec Thomas Milot depuis notre web rédaction. Oui, c'est comme pour les autres villes où ça a basculé. Évidemment, ça réagit sur Twitter. Ici, on a Kamaxa qui dit la ville passe à gauche, la droite devrait prendre le tram pour réfléchir et comprendre. 3 points de suspension. Marie-France, Douai à gauche, alors que beaucoup de communes passent à droite. C'est un cauchemar. Ce soir, je suis contente de ne plus habiter Douai. Johan, lui, interpelle directement son nouveau maire, M. Chéreau. À vous désormais d'apporter un nouveau souffle à la ville de Douai qui en a bien besoin. Bon courage. Enfin, Cocampo, Douai, 2 points. L'exception qui confirme la règle, c'est de plus en plus triste d'habiter cette ville. Merci Thomas. Et alors il est 22h41, on en vient maintenant au 3e tour de cette élection municipale, autour de la communauté urbaine de Lille, Véronique. Oui, alors on sait qu'il y a un vrai point d'interrogation. Gérard Caudron est parti, mais tout à l'heure, il nous disait en aparté qu'il fallait discuter peut-être avec tout le monde. Et on vous posera, messieurs, dames, que je vais présenter tout de suite, la question de savoir si on peut revenir à l'époque du consensus de Pierre Mauroy. Donc pour en débattre, Éric Boquet, maire communiste de Marquilly, conseiller communautaire. Bernard Gérard, maire réélu aussi de Marc-en-Barœul, conseiller communautaire pour l'instant, on n'en sait pas plus, et patron de l'UMP du Nord. Lise Dalleux, élue municipale, conseillère municipale à Lille, future adjointe, ex-adjointe à la famille, future adjointe, on ne sait pas encore de quoi. Pour Europe Écologie Les Verts. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pour Europe Écologie, j'ai oublié de dire que vous étiez, voilà. Et vous serez évidemment élu à la communauté urbaine de Lille. Évidemment, messieurs, dames, est-ce que ces résultats vous font dire, ces résultats sur la métropole lilloise, vous font dire que la métropole urbaine de Lille va changer de majorité? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà le dire comme ça? Commencez, Éric Boquet. Je ne serais pas aussi catégorique que cela, puisque la majorité sortante était déjà très composite, très large. Elle était à gauche, en tout cas. Elle était à gauche, majoritairement, mais elle était très large, vous le savez aussi. Donc, on assiste là à une complète redistribution des cartes, c'est incontestable. Et donc, il est un peu tôt ce soir pour dire vers quoi nous allons. Bernard Gérard, en sachant que les calculs pour la répartition des sièges ne seront pas tout à fait les mêmes, parce qu'il y a aussi, nouveauté, la présence du Front National. Oui, tout à fait, effectivement. Le Front National, mais qui n'a eu que 4 sièges dans cette élection. Je pense qu'il y a une écrasante, effectivement, majorité qui se dessine par rapport à la majorité précédente. Mais vous savez, il faut arriver dans cette affaire avec beaucoup de modestie. Nous avons à reconstruire quelque chose, une autre majorité, une gouvernance plus apaisée dans cette métropole. On aura besoin de tout le monde pour le faire. Et pourquoi pas, effectivement, d'avoir une vision plus large. Non pas revenir à ce qui se faisait par le passé c'est le passé, mais je crois qu'une métropole moderne, une métropole qui a un nouveau souffle, c'est aussi une métropole qui sait dépasser les clivages politiques. Jean-Louis Manon. Oui, M. Darmanin, il n'a pas fait preuve de modestie tout à l'heure dans la victoire en parlant de la métropole lilloise. Ah mais je pense qu'il peut être fier. Il peut être fier de son résultat. En tout cas, Gérald Darmanin réalise effectivement une très grande victoire sur Tourcoing. Je l'ai remarqué quand Monsieur le maire sortant de Lannoy est descendu de son bureau. Il a invité tout le monde au calme. Il a demandé à ce que tout le monde reste courtois. Et donc Gérald, qui a fait une très belle campagne, méritait cette victoire. Ben, écoutez, je pense qu'il l'a dit peut-être haut et fort. Vous l'avez dit et répété, vous êtes vraiment proche finalement de tenir la métropole. Ah ben je le pense, incontestable, c'est mathématique. 106, 69, 4. Oui, mais quand j'ai posé la question à Éric Boquet que je voulais reposer, vous n'avez pas dit oui, ça va changer de majorité. Vous dites prudence. Mais je ne suis pas prudent, je suis respectueux des autres. Et je pense que nous devons discuter avec MPC, JDEC et donc les autres formations politiques également. Ce sont des parce qu'il y a des gens de grande valeur. Voilà. Lise Dalleux, vous intégrez la communauté urbaine. J'allais dire à la place d'Éric Quiquet, d'une certaine manière. Éric Quiquet, on a dit, quitte la vie politique, il avait assumé les transports à Lille communauté urbaine. Est-ce que vous imaginez, parce que vous vous êtes penché sur vos tablettes, qu'on peut aller vers... Martine Aubry l'a dit tout à l'heure,
je présenterai un projet et on travaillera sur un projet. Est-ce que c'est un projet auquel vous adhérez qui peut dépasser la gauche, la famille de gauche? Juste, effectivement, le projet, nous en avions présenté un. Nous pensons effectivement à Europe Écologie Les Verts depuis longtemps que chacun des formations politiques a besoin de présenter un projet bien en amont du vote. Donc on peut déplorer effectivement qu'aujourd'hui, l'ensemble des habitants de la communauté urbaine est à se prononcer sur un projet après vote. On rappelle, Gilles Pargnot, je suppose que vous représentez le Parti Socialiste pour évoquer la communauté urbaine. Oui, parce que je suis On avait invité Audrey Lincolnel. Élu à la communauté urbaine. Voilà. Dans cette future assemblée. Est-ce qu'on peut revenir à un consensus à la Mauroy? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cette législature qui se termine, dans ce mandat qui se termine à la communauté urbaine, nous n'étions pas que uniquement ce qu'on peut appeler la gauche, puisque MPC était avec nous dans le cadre de l'exécutif présidé par Martine Aubry. C'est l'association, le groupe des maires de communes rurales, périurbaines, qui sont souvent apolitiques dans l'échiquier politique, avec comme président M. Castelin. Donc ils étaient membres de l'exécutif avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts, nous-mêmes, et d'autres encore, le groupe de M. Elgest, de M. Caudron, de Gérard Caudron. Donc vous voyez que la gouvernance de Martine Aubry dans ce mandat qui s'achève a dépassé bien évidemment la gauche. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à rappeler. Deuxièmement, comme vous l'avez rappelé fort justement, Martine Aubry va présenter un projet métropolitain. Et donc, c'est à celles et ceux qu'elle va rencontrer, j'espère que cette fois-ci, Monsieur Gérard, elle va pouvoir rencontrer les membres de votre groupe. Sauf que les mathématiques, on vient de le dire, les mathématiques sont contre vous. Personne n'est majoritaire tout seul. Personne n'est majoritaire tout seul. Le groupe MCU de M. Gérard, nous-mêmes, MPC, personne n'est majoritaire tout seul, puisque le groupe de M. Gérard, c'est 55 membres, plus le GIDEC, plus... et ensuite, il y a le Front National et nous-mêmes. Gilles Pargnot, Jean-René Le Serre avait dit que Martine Aubry devrait démissionner si la gauche perd la communauté urbaine. Mais la gauche, je viens de vous le dire à l'instant, la gauche n'était pas à elle seule majoritaire au sein de la communauté urbaine lors du mandat qui s'achève. Nous sommes dans une élection de second degré. Si la droite prend la présidence de la communauté urbaine, est-ce que Martine Aubry doit démissionner de son mandat? La question, elle est là. Est-ce que vous voulez la présidence de la communauté urbaine en proposant à d'autres groupes de s'associer à vos élus? Les choses ne se présentent pas de cette manière. Chacun a eu un programme, sauf Martine Aubry. Martine Aubry n'a pas présenté de programme. C'était la première fois où, lors des municipales, on votait également pour les conseillers communautaires. Martine Aubry n'a pas de programme. Nous avons présenté un programme. Nous devons faire aujourd'hui, j'allais dire, une espèce de conclave entre nous, entre le GIDEC, MPC, Métropole Passion Commune. Il y a 44 communes de moins de 5000 habitants dans l'île métropole communauté urbaine. Dans celle de votre voisin. Elles sont importantes. Elles doivent retrouver leur place et les maires doivent avoir le sentiment aujourd'hui, et que ça se traduise dans les actes, d'être écoutés. Oui, parce que vous avez attaqué Martine Aubry sur sa gouvernance, comme quoi elle ne laissait pas assez la parole aux maires. Éric Boquet est un maire de petite commune, il se trouve qu'il est communiste, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique ? Non, je ne la partage pas. Je n'ai jamais souffert, je l'ai toujours dit en tout temps, d'être membre de la communauté urbaine de Lille. En tant que petite commune, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut se faire entendre, qu'on se fait entendre, que notre territoire est largement bénéficiaire des investissements de la communauté urbaine de Lille, des services. Non, franchement, et je le dis même à des voisins qui ne sont pas à la communauté urbaine de Lille et qui s'inquiéteraient un peu un jour d'être englobés par cet ogre métropolitain, c'est vraiment pas un sentiment que j'ai depuis toujours. Donc, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est quand même clairement pour vous de prendre cette communauté urbaine. Bien évidemment. Et moi, je vais présenter... Et pour en faire quoi ? Je vais présenter ma candidature à mon groupe, d'abord. Il y aura peut-être un débat avec d'autres candidats. Je présenterai ma candidature. Mais j'irai également avec détermination, mais aussi humilité, écouter les autres groupes, voir comment on peut bâtir une nouvelle majorité dans cette communauté urbaine et donner ce nouveau souffle qui est indispensable pour régler les problèmes de logement, de transport, d'emploi, de mobilité. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un problème majeur de compétitivité et d'emploi dans notre métropole. Madame Gérard, vous êtes un des rares hommes de droite ce soir à parler d'humilité. Tout le monde crie victoire dans votre camp. Alors, je crois qu'il ne faut pas gâcher son plaisir. Moi, je suis parfaitement heureux du grand succès de Roubaix, de Tourcoing et de toutes ces communes. Mais vous savez, c'est aussi un message que nous ont donné nos concitoyens. Nos concitoyens, ils en ont marre.
et ils attendent des élus qu'on réponde à leurs problèmes. Et dans cette campagne, les gens nous parlaient de leur logement, nous parler de leur sécurité, des transports, de l'emploi. Vous ne voulez pas c'est la communauté urbaine qui doit répondre à toutes ces aspirations. Vous ne voulez pas donner l'impression de vous jeter voracement sur la communauté urbaine de Lille? Je pense que, vous savez, moi, ça fait quand même 31 ans que je fais de la politique. Ça fait un moment que je suis à la communauté urbaine. Et je sais que, en fait, c'est dans le respect de chacun qu'on trouvera un nouveau souffle pour cette communauté. Et ça veut dire, Gilles Pargnot, que si Martine Aubry peut éventuellement tendre la main à Bernard Gérard, et pour faire ce que Pierre Mauroy avait fait avec Marc-Philippe Daubresse. En ce qui me concerne, et Martine Aubry l'a dit tout à l'heure, quand vous l'avez interrogée, elle souhaite présenter un projet métropolitain pour permettre effectivement que nous puissions continuer ce développement durable, le développement de la métropole, mais aussi cette proximité, ce travail que rappelait Éric Bocquet à l'instant, vis-à-vis des maires ruraux ou périurbains dans la communauté urbaine. Moi, ce que je veux simplement refuser, c'est qu'il y ait une chape de plomb de l'UMP, de la droite, sur cette communauté urbaine. Donc continuons à faire en sorte de tendre la main les uns et les autres, y compris pour celles et ceux qui sont dans des communes rurales et qui auraient, je pense, préjudice à avoir un parti politique qui prenne la main mise sur la communauté urbaine. Donc je vous mets en garde, monsieur Gérard, ne soyez pas trop vorace, comme le rappelait à l'instant madame c'est plutôt l'inverse qu'on était en train de me faire remarquer. Non, vous avez fait preuve de beaucoup de voracité. C'est vrai aussi par Vous y allez peut-être un petit peu fort. Non, il faut se méfier, vous savez. Le mot de la fin, Lise Dalleux, qui arrive dans cette enceinte de la communauté urbaine. Avec plaisir d'ailleurs. Non, juste pour rappeler que les écologistes, effectivement, ont depuis longtemps demandé à ce que ces élections se fassent au suffrage universel direct, avec un scrutin de liste à la proportionnelle, et les choses seraient beaucoup plus claires. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça se gère derrière, effectivement, après le vote des concitoyens, et entre eux des formations qui vont se créer de manière peut-être un peu opportuniste. Alors, je suis bien contente d'y être, je ne crache pas dans la soupe non plus, excusez-moi, mais je rappelle quand même notre position d'Europe Écologie Les Verts, et je pense qu'il faut avancer. Le fléchage n'est pas suffisant aujourd'hui. Merci à tous. Et à quelques mètres d'ici, on part dans l'envers du décor, direction l'Atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais en compagnie de Virginie Demange. Et Virginie, vous êtes accompagnée des deux candidats lensois, le vainqueur et le vaincu. Exactement, nous avons le nouveau maire de Lens et son opposant, M. Sanchez. Je vais d'abord m'adresser à vous, Sylvain Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le nouveau maire, enfin réélu en tout cas à Lens, Parti Socialiste. Quel est votre sentiment ce soir ? C'est d'abord une victoire pour la population parce que ça nous a permis aussi de développer un projet lors de cette campagne et on voit bien que la population a adhéré sur des valeurs de gauche qu'on a défendues pendant tous ces mois de campagne. Et alors vous êtes un peu presque une exception, on va dire, vous voyez cette vague bleue dans la région, vous en pensez quoi ce soir ? Les valeurs de gauche, la fidélité lensoise ne sont plus à démontrer ce soir. Et sur le reste des résultats dans la région ? Écoutez, là, je vais regarder avec le détail un peu plus tard parce que je vous avoue qu'on est encore dans le feu de l'action et on a eu... Par exemple, Roubaix, Tourcoing qui passe à droite. Là, c'est une évolution profonde aussi au sein de la communauté urbaine qui est à regarder dans ce détail-là, mais on peut aussi là quand même remercier les maires précédents qui ont fait un travail de fond. Malheureusement, n'a pas été conclu par une victoire ce soir, mais aussi voir tout ce qui a été fait pour les valeurs de gauche dans ces villes-là. Merci beaucoup. Et donc également avec nous ce soir dans l'Atrium, Monsieur Sanchez. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre sentiment à vous après cette élection ? Écoutez, à Lens, il y a eu un vent d'espoir qui souffle et qui continuera de souffler pour les années qui arrivent. On a considéré qu'il fallait une alternative claire à un système, celui du Parti Socialiste dans le Pas-de-Calais, qu'il fallait y mettre fin avec des valeurs qui sont parfois les valeurs de gauche, qui sont parfois les valeurs de droite. C'est pour ça que ce rassemblement, c'est celui du bon sens. Alors néanmoins, vous avez perdu cette élection. Vous êtes content de vos résultats malgré tout ? Les résultats sont bons. Il y a aussi un certain nombre de choses qui ont été révélées lors de cette élection, en fin de campagne, des manœuvres, des magouilles. Il y a également eu un certain nombre de choses qui ont été relevées lors du scrutin et on va porter aussi l'affaire devant le juge. D'accord. Et de manière plus générale sur les résultats dans la région, très rapidement ? Je crois qu'il y a une difficulté, c'est celle pour le territoire de se relever avec des élus qui sont compétents, des élus qui sont dynamiques, qui veulent faire en sorte qu'on trouve un débouché aux aspirations, aux préoccupations des habitants. Merci. Merci à vous.
Merci Virginie. Alors, ces deux Lensois, le vainqueur et le vaincu, sur une même image ici à quelques mètres de ce plateau, c'est quand même assez étonnant, hein, Jean-Louis. Ils étaient ensemble sur l'image, mais franchement, on n'avait pas l'impression qu'ils allaient passer leurs vacances ensemble, en tout cas pour les prochaines. C'est intéressant de regarder effectivement à Lens qu'il y avait sur la liste de M. Sanchez la possibilité de rassembler sur le papier un grand nombre de voix. Et pareil, avec une alliance contre nature, en réunissant un UMP, des anciens PS, etc., les électeurs ont un peu de mal à s'y retrouver finalement. Ils n'ont pas suivi M. Sanchez. Voilà, donc Sylvain Robert, élu à Lens ce soir. On écoute justement la réaction de l'ancien maire, Guy Delcourt. Ça a révélé vis-à-vis des électeurs que l'opportunisme en politique avait ses limites et que M. Sanchez, pour citer le nom, a employé une méthode qui n'est pas de chez nous. C'est-à-dire qu'on se vend à n'importe quel prix, à n'importe qui et dans n'importe quelles conditions. Ça, très objectivement, j'étais convaincu que les Lensois auraient du mal à l'accepter. Le vrai problème, car il se pose à Lens, et il faudra y travailler, c'est qu'il y avait un danger parce que nous étions convaincus du taux d'abstention, comme dans toutes les villes de France. Il faut redonner confiance aux électeurs. Ça va être un travail difficile, mais nous allons nous y employer. Voilà, c'était Guy Delcourt et on revient à présent sur l'une des bascules de la soirée, Saint-Omer, où l'UDI François Decoster a été élu ce soir. Voyez ce reportage. Dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Omer, les partisans de François Decoster n'attendent même pas la proclamation officielle des résultats pour faire éclater leur joie. Après 6 ans de gestion socialiste, la ville bascule à nouveau à droite. Le candidat UMP-UDI est élu avec 47,09%. Je crois que les Audomarois ont ce soir choisi le projet plutôt que le système que nous avons dénoncé ces derniers jours. Nous sommes prêts à travailler au service de tous les Audomarois. Bien sûr, je remercie les 2778 Audomarois qui nous ont fait confiance après une campagne que nous avons voulu, une campagne de proximité. Le maire PS, Bruno Magnier, qui avait ravi la ville à la droite en 2008, n'a pas obtenu la mobilisation espérée entre les deux tours. Je ne pensais pas que le contexte national nous aurait fait perdre 10 ou 12 points. Je pensais que le contexte national nous aurait fait perdre quelques points. Et donc, avec le bilan qu'on a proposé aux Audomarois, je pensais que ça suffisait. Mais malgré tout, bon, on reste à 44 au lieu de 47. Donc, il n'y a que 3 points d'écart, 178 voix d'écart. Alors que le Front National s'est reporté massivement vers François Decoster à plus de 4 points d'écart. Donc, ça, on ne s'y attendait pas non plus. Le Front National perd 6 points entre les deux tours, mais satisfaction pour son candidat Quentin Bourgeois. Il obtient un siège au conseil municipal. Et avec la victoire de François Decoster à Saint-Omer, c'est aussi la communauté d'agglomération qui va changer de physionomie. Voilà, et donc des surprises, il y en a eu ce soir à l'issue de ce second tour. Que faut-il retenir? Vincent, vous nous rappelez les principaux résultats de la soirée. Oui, Bernard, évidemment, on retient un contexte national qui ce soir coûte très cher aux candidats du Parti Socialiste. Dunkerque perdu par Michel Delbar, le socialiste Michel Delbar. Tourcoing gagné pour les bascules gauche-droite. Tourcoing gagné par Gérald Darmanin. Roubaix gagné par Guillaume Delbar. Maubeuge, Arnaud Decany. À Fourmis, c'est Michael Hirault qui s'impose ce soir. À Berg-sur-Mer, Bruno Cousin. À Saint-Omer, on vient de le voir, François Decoster. Les communes qui restent à droite, les villes importantes qui restent à droite, Calais avec Natacha Bouchard, Marc-en-Barœul avec Marc-Philippe Daubresse. Là où le Parti Socialiste résiste, c'est à Lille avec Martine Aubry, à Lens avec Sylvain Robert, à Boulogne avec Frédéric Cuvillier et à Villeneuve-d'Ascq avec Gérard Caudron. La ville qui reste au centre et parmi les villes notables, eh bien, c'est Ouascal avec Stéphanie Ducré ou encore Valenciennes avec Laurent Degallet. Et puis, dernière surprise, cette bascule droite-gauche avec l'élection du socialiste Frédéric Chéreau. Et puis à Béthune, eh bien c'est Olivier Gacquer, bascule gauche-droite, Olivier Gacquer, l'UDI qui l'emporte face à Stéphane Saint-André. Merci Vincent. Et avant de refermer cette édition exceptionnelle, on revoit ensemble une projection des forces en présence dans les grandes villes de la région. Voici Bernard, à l'issue de ce second tour, les poids de la gauche, de la droite et de l'extrême droite dans les 80 villes de plus de 10 000 habitants. Oui, dans ces 80 villes, gauche et droite sont ce soir quasiment
à parité, administreront dans les 6 ans qui viennent autant de villes l'une et l'autre. Et c'est quelque chose de tout à fait historique. Pour bien comprendre ça, on avait annoncé en début de soirée que les 2 clés essentielles, ce serait d'une part la participation et d'autre part le FN. La participation a légèrement augmenté. Le FN se stabilise. Donc ça donne ce résultat et surtout une droite qui progresse de 6 points d'un tour à l'autre, une gauche qui est en recul. On aboutit à cette quasi-parité, soirée historique donc, à confirmer peut-être lors des élections de l'année prochaine de 2015. Merci Bernard, une soirée historique en effet. Merci à tous ainsi qu'à toutes les équipes de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Côte d'Opale mobilisées ce soir et bien sûr à ne pas rater des éditions spéciales demain à midi pile, 13h ainsi qu'à 19h au lendemain de ce second tour. Nous reviendrons sur tous les résultats. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée à tous.